Eh bien, je vous remercie pas, hein. 6 mois dans la pampa alors qu'il suffisait que je dise le nom de ma série préférée. Ah, parce que vous aimez Doctor Who? Eh ben un peu, mon neveu. D'habitude même, je me débrouille pour caser du Doctor Who dans le calendrier de l'Avent. La dernière fois même, c'était le 20 décembre. Parce que c'est mon anniversaire et que j'aime bien parler de trucs que j'aime bien le jour de mon anniv. Et vous pouvez nous donner un exemple là? Oh, on est là pour enquêter, oui ou merde? Bon, de toute façon, son réseau neuronal est relié au flux fictionnel. Ça veut dire que peu importe ce qui va lui passer par la tête, ce sera forcément relié à ce qu'on est en train de vivre, et donc nous donnera quelque part un indice. Et puis, au moins pour une fois, on parlera d'un truc que je connais. Alors j'ai bien une idée, mais vous sauriez pas un exemplaire de Casse-Noisette aussi, s'il vous plaît? Bah, pourquoi faire? Parce que c'est le fil narratif le plus visible. C'est un bon plan. On prépare tout ça et on va sans doute enfin comprendre quelque chose à tous pataquès. Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. L'histoire dont je vais vous parler est plutôt récente, puisqu'elle fait partie de la suite de la série du 12e Docteur entamée chez Titan Comics et traduite par Achilleos, et qui n'est pas encore traduite. À mon grand désarroi d'ailleurs, l'avenir de Doctor Who en comics traduit en français semble assez mal engagé pour le moment. Quant à l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, il s'agit du numéro 16 intitulé Holiday Special. Le Docteur et Clara sortent du TARDIS, se dirigeant vers une maison assez tip-top. Le Docteur est assez intrigué car ce n'est pas n'importe qui peut se permettre de faire apparaître une invitation à un repas de Noël en plein milieu du TARDIS. Ah ouais, balèze! Comment ça? Bah, pour faire simple, le TARDIS est super protégé contre toute tentative d'intrusion, hein. Seuls les plus grands vilains, à leur plus haut niveau, peuvent éventuellement espérer y entrer, hein. Même les hordes entières de Gengis Khan ne pourraient passer ses portes. À l'intérieur de la bâtisse, le Docteur a la surprise d'être accueilli par une foule de têtes connues. Tous les compagnons qu'il a pu avoir au long de ses différentes vies. Et même sa petite fille, Suzanne, qui l'accueille à une fête de Noël. Seulement, bien sûr, ce petit miracle ne peut pas arriver, et il s'agit d'un piège. Tous les compagnons sont en fait des casse-noisettes. D'ailleurs, j'ai le bouquin juste ici, si vous voulez. Nickel, très très bien. Et bien sûr, même Suzanne est un piège. Bref, le Docteur se fait prendre, mais Clara sauve la situation en utilisant le tournevis sonique. Non pas pour attaquer les casse-noisettes faits en bois, mais en faisant sauter toutes les décos. Bon sang, je bite rien à vos salades. Un tournevis quoi? Oh, ça. Un petit gadget bien utile pour tout et n'importe quoi, et efficace contre à peu près tout aussi, sauf contre le bois. Et oui, le mien est un peu particulier, mais c'est comme ça. Bref, le Docteur et Clara parviennent à s'échapper sans souci. Niveau danger, on était sur un mardi en tout début de matinée pour eux. Ils condamnent la porte entre les poupées et eux, quand soudain, la porte laisse passer une carte postale. Puis deux. Puis un raz de marée de cartes diverses. Et nos deux héros passent de carte en carte comme si chaque carte était une case de bande dessinée. C'est pour ça que j'aime bien les comics Doctor Who chez Titan, qui se permettent généralement d'utiliser des effets seulement possibles en bande dessinée. Là où d'autres paramédias se contentent parfois de faire des storyboards pour la série télé. Bref, beaucoup moins fou visuellement. Le passage de carte en carte les amène jusqu'en Allemagne, et le Docteur n'aime pas ça. Car les cartes ont souvent un thème avec Noël, et qu'en Allemagne, ils ont toujours vivante la tradition du Krampus, un monstre lié à Saint-Nicolas qui punit les enfants passage. Et devinez qui se cache dans le chalet? Oh, ce bon vieux Krampus! Bref, il est temps de courir et le paysage autour d'eux devient de plus en plus étrange. Un paysage de bonbons, puis une échelle apparaît en plein milieu, et les voici qui se retrouvent sur un bon vieux jeu de plateau, serpent et échelle. Et si vous avez le comics dans les mains, la page peut servir de vrai plateau pour jouer au jeu. Réellement, ça marche. Ensuite, les voilà qui sortent rapetissés près d'un sapin de Noël. Des serpents sortent des cadeaux, le Docteur souhaiterait toujours avoir la flûte qu'il avait lors de sa deuxième incarnation, et soudainement, la voilà. Il charme les serpents avec et... C'est étrange, mais on dirait un rêve. Surtout, on dirait l'histoire même de Casse-Noisette. Je veux dire, tout concorde. Je veux dire, le passage dans la neige, le royaume des bonbons, le fait même que la compagne du moment s'appelle Clara, tout comme dans le ballet de Tchaïkovski. Tout concorde. C'est tout de même étrange. Bah, la fiction travaille de concert avec la réalité. C'est même toute la logique de mon boulot. Le Docteur, de son côté, annonce qu'il a sans doute trouvé, mais s'arrête d'un coup. Son visage se retrouvant sans bouche. Le Docteur essaye de se faire comprendre par charade, mais échoue. Et voici qu'apparaît dans un jouet avion, un très très vieil ennemi du Docteur,
le Celestial Toymaker. Attendez 2 secondes, c'est qui le Gugus là? Oh, alors, le Celestial Toymaker, grossièrement traduit le faiseur de jouets célestes, certes, mais on s'en fout, est un ennemi du premier Docteur, dans une histoire dont on a perdu la plupart des épisodes d'ailleurs, et qu'on n'a plus revu à la télévision. En effet, le Celestial Toymaker est devenu, au fil du temps, un élément de Doctor Who beaucoup plus utilisé en dehors de la série télé. En même temps, le personnage est tout puissant, à peine limité par les pouvoirs de son imagination tant qu'il vit dans son domaine, la Toy Box, où apparemment le TARDIS vient de se rendre sans s'en rendre compte, juste avant que l'on commence à lire ce comics. Bref, le Docteur et Clara tentent d'éviter leur ennemi façon La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock, et se cachent des tirs derrière les cadeaux. Le Docteur présente son ennemi de façon beaucoup plus claire et concise que moi, et le Doc se concentre dans une très belle page pour utiliser son imagination, afin de rendre ce qu'il imagine, lui aussi, réel. C'est ainsi qu'un Père Noël décoratif sur le sapin prend vie et shoot dans une des boules de l'arbre, faisant s'écraser l'avion. Des choses inanimées qui prennent vie. Et bien sûr, encore une fois, c'est Casse-Noisette, les jouets qui prennent vie. On est manifestement sur la bonne piste, mais pas sur le bon angle, mais qu'est-ce qui nous manque? À partir de là, le numéro est épique. À chaque fois, les deux adversaires de longue date, que sont le Docteur et le Toymaker, s'en sortent à coups d'imagination, chacun d'eux rivalisant dans ce domaine, dans de superbes pages. L'on assiste même à une bataille rangée de personnages issus de tout l'imaginaire de la série, voire même de n'importe où avec ce robot bizarre. Et alors que la bataille allait commencer, le Docteur l'interrompt en disant que ça ne rime à rien, et que chacun est parfaitement équilibré face à l'autre. Il est donc proposé un jeu d'action ou vérité. Le Toymaker choisit la vérité, et le Docteur lui demande comment cela se fait qu'il puisse lui aussi contrôler la réalité de la Toy Box, chose qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Le Toymaker explique donc que sa réalité, la Toy Room, commence à devenir de plus en plus vieille, et qu'elle se délite, se diluant de plus en plus avec la réalité du reste de l'univers. Un univers vaste et infini, sans mur aucun et sans remords. Le Toymaker sait que le Docteur est la seule personne qu'il a pu rencontrer qui pourrait l'aider, et veut donc, en gagnant contre lui, l'obliger à l'aider. Le Docteur choisit donc action, à son tour. Le Toymaker le défie d'abandonner, lui laissant ainsi le contrôle de son vaisseau, le TARDIS. Le Docteur donc perd, et le TARDIS se matérialise autour de la vieille dimension de la Toy Room. Bah, il est pas un peu con votre héros là? Non, mais il a souvent un plan. Et s'il en a pas un là maintenant, il en aura un dans 2 secondes. Le TARDIS n'étant pas fait pour supporter ce genre de force, il commence à se déliter, et ouvre directement un espace vers son poste de contrôle au Docteur et à Clara. Cette dernière est furieuse, d'ailleurs, car elle pense que le Doc vient de donner l'accès à l'univers entier au fou furieux qu'est le Toymaker. Le Docteur explique qu'elle se trompe, car le Toymaker ne veut pas de l'univers. Le Docteur va donc le laisser construire une nouvelle Toy Room à l'intérieur des dimensions infinies du TARDIS, et le Docteur de se séparer de cette partie du TARDIS, qu'il laissera dériver dans l'espace. Le Docteur voulait aider cet être, mais devait le faire, en faisant croire à l'autre qu'il venait de gagner. Je devais l'aider, Clara. Tu comprends? Laisse-moi voir. Un dieu solitaire errant dans le temps et l'espace dans sa boîte magique? Oui, je comprends, Docteur. Je comprends trop bien. Et fin. Un comics magnifique qui démontre le bien que tout ce qui est hors de la série télé peut apporter à Doctor Who. De la place, de la continuité, de la grandeur et de la vie. Et ce numéro 16 est assurément le meilleur numéro de la série du 12e Docteur chez Titan Comics. Par contre, j'ai pas encore tout compris sur notre satané fil rouge. Je suis en train de réfléchir à un truc, mais... Et si ce qui m'avait attaqué, c'était pas un squelette en fait? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, j'ai cru que c'était un squelette en fait, je suis pas sûr, ça pouvait être autre chose. Quelque chose que j'ai beaucoup entendu quand même dans les différentes histoires qui sont passées... Même encore là d'ailleurs. Un robot? Sentinelle. Robot créé spécialement pour un soldat est chargé de gérer un robot espion. Vous voyez son armée de jouets robots pour se défendre. Ou encore l'androïde Red Tornado sous son costume. Mais oui, mais c'est bien sûr! Robot, Casse-Noisette, c'est évident! Ah bon, je suis pas sûr que ce soit si évident. Je crois que je vois. Un robot, c'est bien quelque chose d'inanimé, de non organique, qui prend vie. Tout comme les jouets de bois dans Casse-Noisette. Mais c'est ça! Dès le début, on a essayé de nous parler de robots, mais on ne le voyait pas, on est trop habitués à voir des robots. Alors on a essayé de nous faire comprendre par la métaphore, par Casse-Noisette. Les objets inorganiques qui prennent vie. Alors, ok, mais d'où viendraient les robots du coup? Alors attendez, je cherche un peu, Ah, voilà. C'est un fichier que j'avais trouvé dans la forteresse de solitude. Superman tentait de créer des robots pour l'aider dans sa lutte infinie contre le crime. Mais oui, ça doit être ça. Dans la plupart des histoires, Superman crée en effet des robots.
Et ça ressemble beaucoup à l'enfoirasse qui m'a niqué la gueule. Donc le responsable de tout cela serait un robot fou créé par Superman, qui se serait rebellé contre son créateur et aurait annihilé l'humanité pour... je ne sais quelle raison encore. Mais ça se tient. Et ça explique pourquoi personne ne s'en est pris aux animaux. Les humains spécifiquement étaient visés, comme on le pensait. On approche du but, les enfants. Eh oh, doucement les surnoms, hein. Oui, pardon, l'excitation. Mais bientôt, nous aurons le fin mot de cette histoire.